Bonjour à tous, je suis Ludovic Dupin, je suis directeur d'information de la SFEN et rédacteur en chef de la RGN. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de la SFEN pour nos adhérents dans la série Réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Alors comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs mois que tout un écosystème de nouveaux acteurs est en train d'émerger aux côtés de la filière historique pour développer des nouveaux réacteurs, des réacteurs de quatrième génération avec des promesses de technologies d'usage assez innovants, assez révolutionnaires. Et cet élan est structuré autour du fameux appel à projet Réacteurs innovants de France 2030. Et on a déjà présenté six startups. Vous pouvez retrouver les présentations sur le site YouTube de la SFEN. Et aujourd'hui, pour la 7e présentation, nous avons le plaisir d'accueillir Next Engineering avec leurs deux cofondateurs, Jean Maillard et Nicolas Moulin, qui vont nous faire une présentation de ce nouveau produit, de ce nouveau concept. Donc, ceux-ci vont nous présenter pendant 20-25 minutes leur projet et ensuite, pendant le temps qu'il faudra, nous pourrons poser toutes les questions que nous voulons leur poser. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Il faut utiliser le petit Slido dans Teams. Alors, en haut de Teams, vous avez un petit S noir sur fond blanc. En cliquant dessus, vous ouvrez l'interface, vous pouvez poser vos questions et vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et on posera les questions dans l'ordre des votes, respectant la démocratie. Voilà pour la petite présentation. Jean et Nicolas, je vous laisse la parole pour 20-25 minutes. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais dérouler la présentation. Nicolas pourra interagir quand il l'entend. Je pense que ça permettra d'être plus fluide et de respecter le timing. Enfin, on va essayer, j'espère, de respecter le timing. Je vais partager du coup mon écran immédiatement pour que vous puissiez avoir la présentation. Voici. Donc, une petite vérification, Ludovic, ça s'affiche bien? On voit très bien, c'est parfait. D'accord, très bien. Donc, comme disait Ludovic, aujourd'hui, on vous présente la société Next Engineering, qui, je l'espère, attirera votre curiosité et on vous apportera un peu de complément d'information par rapport à ce que vous avez pu en entendre parler dans la presse. Alors, le premier point, je vous fais un rappel sur l'appel à projet France 2030 réacteurs nucléaires innovants, puisque c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour présenter l'ensemble des compétiteurs, on va dire, à cet appel à projet. On en fait partie. Et donc, petit rappel sur l'appel à projet France 2030. Donc, Next Engineering soumet un projet qui s'appelle Sparta dans cet appel à projet. Et c'est un dossier qu'on a déposé vendredi dernier. Donc aujourd'hui, je peux officiellement vous annoncer que le dossier est déposé et est dans les mains de BPI. Donc pour le rappel, c'est un appel à projet qui a été présenté par Emmanuel Macron en février 2022 à Belfort. Donc Belfort, c'est la ville dont est originaire la startup Next Engineering. On était aux premières loges de cette annonce à ce moment-là. Et donc, c'est un appel à projet de plus de 500 millions d'euros réservé uniquement aux startups et aux nouveaux acteurs émergents de la filière nucléaire. Et on en fait partie puisque Next Engineering a été créé fin 2022. Donc, c'est un appel à projet qui se déroule en 3 phases successives. Donc, phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1, dite de recherche industrielle. Donc là, c'est vraiment une phase préliminaire, une phase de recherche et développement. Et l'objectif de cette phase, c'est de poser un concept défini, ou ce qu'on peut appeler un pré-APS, avant-projet sommaire, donc pré-APS. C'est une phase qui dure environ 2 ans et qui permet de financer à hauteur de 10 millions d'euros de subventions chaque lauréat ou chaque consortium de partenaires, 10 millions d'euros. Et pour les startups, on est financé à peu près à hauteur de 80% pour cette phase-là. C'est la phase dans laquelle concourt Next Engineering. S'en suivront 2 autres phases. Donc une phase 2 qui est une phase de preuve de concept. J'ai envie de dire presque la mise en plan, en quelque sorte, du concept. Là, on est sur l'avant-projet détaillé. Donc ça, c'est une phase qui dure à peu près 3 ans. C'est vraiment la phase 2 qui va être, selon les dires de l'État, une phase sélective. C'est-à-dire que la première phase, on ouvre l'accès à la recherche industrielle à un maximum de projets. Par contre, à partir de la phase 2, on devient sélectif. Donc,
À peu près 2 à 3 lauréats seraient attendus à cette phase-là, pour un maximum de 80 millions d'euros de subventions par candidat ou par consortium de candidats. Et la dernière phase, la phase 3, qui est la phase prototypage, puisque France 2030, c'est de créer un démonstrateur sur le sol français. Donc la phase 3, phase prototypage, donc on va se consacrer à la réalisation d'une première installation. Donc pour Next Engineering, ça consisterait à réaliser la première centrale Sparta en France. On est sur post-2028, hein, 2028-2030, mais on va dire que ça peut dépasser un petit peu. Et il y aura un seul lauréat attendu par l'État pour un financement d'un maximum de 300 millions d'euros de subventions pour le prototypage. Donc voilà un peu pour le rappel de l'appel à projet France 2030 qui était attendu par la SFED au début de cette présentation. Et je vais passer tout de suite à la présentation de Next Engineering. Et si on devait résumer Next Engineering, je le résumerais en cette phrase-là. Next Engineering décarbone les industries en intégrant l'ensemble de leurs nouveaux besoins énergétiques. Donc c'est vraiment le pitch de Next Engineering. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre marché, c'est la décarbonation de l'industrie. Et qu'on pense que pour pouvoir adresser ce marché de la décarbonation de l'industrie, il faut intégrer l'ensemble des besoins des industriels et surtout l'ensemble des nouveaux besoins qui vont se fédérer aujourd'hui dans l'industrie, puisque pour décarboner, vous avez besoin de décarboner les usages classiques, électricité, chaleur, mais en fait, on voit arriver un certain nombre de nouveaux besoins énergétiques pour notamment les intrants industriels, c'est-à-dire les composants constitutifs des produits des industriels. Et nous, ce qu'on pense, c'est que pour décarboner l'industrie, le nucléaire est pour nous l'un des meilleurs outils. Parce que l'énergie nucléaire, on va dire celle d'aujourd'hui, fournit environ un tiers de son énergie en production électrogène et 2 tiers de son énergie en chaleur. Et ça tombe plutôt bien, parce que quand on regarde les besoins énergétiques de l'industrie au niveau mondial, eh bien, les industriels, ils ont besoin d'un tiers d'électricité et de 2 tiers aujourd'hui qui sont utilisés par les énergies fossiles, en majorité pour des besoins énergétiques, c'est-à-dire pour des besoins de chaleur industrielle. Donc en fait, vous avez presque une parfaite adéquation entre ce que l'énergie nucléaire peut produire aujourd'hui et les attendus de l'industrie. C'est-à-dire environ un tiers d'électricité et 2 tiers d'énergie thermique pour les process industriels. Et donc, c'est cette adéquation-là qui nous fait penser que pour décarboner l'industrie, l'énergie nucléaire est très, très bien adaptée. Et donc, le marché de Next Engineering, alors c'est l'industrie que vous voyez à droite, je viens de vous en parler. On décarbone l'industrie, mais pas que, parce que autour des industries, vous avez souvent des équipements logistiques, donc des ports et des aéroports. Donc ça, c'est tout à fait intéressant d'aller adresser aussi ces équipements-là qui vont avoir des besoins spécifiques de décarbonation, mais qui ressemblent beaucoup aux besoins de décarbonation de l'industrie, pas tout à fait pour les mêmes usages. Et puis, ben, qui peut le plus, peut le moins. On peut aussi, bien évidemment, s'adresser au territoire, donc c'est-à-dire à un ensemble d'industries dans une zone industrielle. Et bah, s'il reste de l'énergie, on va pouvoir aussi fournir l'énergie au territoire. C'est plus classique. Fourniture d'électrogène pour les quartiers. Chaleur pour les réseaux de chaleur de quartier, là aussi. On comprend un peu ces usages-là qui sont plus classiques. Et aussi, on adresse les territoires isolés, puisque lorsque l'on fait des petits réacteurs nucléaires, ils sont plus facilement installables dans des zones, on va dire, éloignées. Et donc, ça permet d'imaginer, d'alimenter des exploitations minières, par exemple. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 choses. Hein. Je vais vous parler de Next Engineering, j'ai commencé à vous en parler, qui est la start-up qui a été créée le 28 novembre dernier, en 2022, et le projet Sparta. Et Sparta, c'est, on va dire, pour nous, le meilleur des outils pour décarboner l'industrie. Donc Next Engineering, son objectif, c'est décarboner l'industrie. Et Sparta, c'est l'outil qui, pour nous, n'existait pas et qu'il faut concevoir pour décarboner au mieux l'industrie. Et Sparta, c'est un projet de centrale nucléaire d'un nouveau type. Je fais une petite digression sur qui on est.
Donc, on est deux fondateurs opérationnels. Bah, vous avez Nicolas qui est présent et moi-même. On en a un troisième qui s'appelle Nicolas Delaby. Il est en tout petit en bas parce qu'en fait, il n'est pas opérationnel. C'est un peu, on va dire, le troisième qui nous départagera quand on sera dans des questions existentielles dans la société. Mais retenez bien, effectivement, les deux fondateurs opérationnels que vous pouvez demander en relation sur LinkedIn avec grand plaisir. Nicolas, peut-être que tu peux intervenir pour te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et toutes. Bon, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Alstom Power, puis General Electric. En fait, dans les dernières années, j'étais président de la co-entreprise dite nucléaire GEAST, qui avait en charge principalement les îlots conventionnels. Et dans les dernières années, j'étais en parallèle en charge de la vente des turbines Arabelle et îlots conventionnels auprès, bien évidemment, d'EDF pour les projets d'Hinkley Point, les accompagner sur Jaitapur. Beaucoup d'activités auprès de Rosatom. On avait notamment sécurisé les îlots conventionnels du projet finlandais Anikivi, turc Akuyu, égyptien Eldaba et Patch en Hongrie. Et bien évidemment, on accompagnait aussi le CEA pour le projet Astrid, pour tout ce qui était transformation en électricité via la turbine et l'alternateur. Merci Nicolas. Et puis bah, moi-même, je suis ingénieur de formation et j'ai très vite embrassé, on va dire, la création d'entreprise, puisque j'ai créé une entreprise dans l'énergie solaire pour l'industrie il y a déjà quelques années maintenant, et donc je suis, on va dire, l'entrepreneur de l'équipe. Un petit point planning sur Next Engineering. Donc, je vous ai dit, on a été créé fin 2022. Aujourd'hui, actuellement, on est en train de mener un financement participatif pour première levée de fonds, qui aujourd'hui est on a regardé ce matin avec Nicolas, on est à 460 000 euros d'intention d'investissement dans la startup. Donc, on a 400 000, c'était la semaine dernière. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de finalisation. On souhaite finaliser ce financement participatif sur mai-juin. Et on va financer la startup par une première levée de fonds en face de France 2030, en face de la phase 1 de France 2030. Ça, c'est plutôt sur fin 2023, début 2024. Une phase de levée de fonds qui va être en 2 temps pendant la phase 1. Et puis, bah, bien évidemment, il faudra qu'on passe à la suite, c'est-à-dire phase 2 de France 2030 et une deuxième levée de fonds qui arrivera plutôt sur début 2026. En parallèle de ça, au niveau des recrutements, aujourd'hui, on a lancé nos premiers recrutements. On est en cours, on commence à passer des entretiens d'embauche et à trouver un peu les personnes qu'il nous faut, et on a quelques cibles en tête sur des recrutements stratégiques que sont notre directeur technique, un architecte de modélisation multiphysique et un développeur informatique. Une fois le lauréat de la phase 1, on aura 25 recrutements à faire en phase 1 et on rajoutera 25 recrutements de plus, donc plus de 50 personnes en phase 2. Et alors j'y viens. Qu'est-ce que Sparta? Eh bien, Sparta, c'est une centrale multi-usage clé en main qui est réalisée par un ensemble de partenaires qui vont tous concourir à un objectif commun qui est la valorisation, on va dire, au maximum de l'énergie nucléaire produite par un réacteur nucléaire. Donc Sparta, c'est en fait un système multi-énergie, on va dire. Donc là, vous avez comme exemple illustratif une cimenterie qui a des besoins classiques, c'est-à-dire électricité et chaleur. Donc vous voyez en bleu et en jaune les deux réseaux qu'on va fournir à l'industriel. Donc vous le savez, cimenterie, on a besoin de chaleur pour le process. Mais Sparta va être très utile pour aller produire d'autres composés, notamment des composés qui peuvent servir de vecteur énergétique. Donc pour l'exemple qui est là, vous avez par exemple de l'hydrogène qui va alimenter un train à hydrogène. Vous savez, on est à Belfort, et à Belfort, il y a Alstom Transport, et Alstom aujourd'hui développe des trains à hydrogène. Donc c'était pour le petit clin d'œil. Mais on a aussi tout en haut une carrière. Évidemment, à côté d'une cimenterie, vous avez souvent une carrière. Et cette carrière, nous, on pense qu'il est plus adapté de faire des carburants synthétiques à destination de ces véhicules-là, puisque l'hydrogène n'est pas forcément la technologie la plus adaptée dans ces environnements un peu particuliers. Et puis, vous avez en bas un bateau, et effectivement, quand on produit l'hydrogène, il est assez
facile, même synergétique, j'ai envie de dire, de produire de l'ammoniac en même temps. Et l'ammoniac est très utile aujourd'hui parce qu'il y a une grosse réflexion sur l'ammoniac. Alors, pas l'ammoniac avec un C, du coup, il y a une erreur. Là, c'est l'ammoniac QUE, c'est-à-dire l'ammoniac liquide, comme carburant alternatif pour les navires. Et vous avez à gauche les logos de nos partenaires. Et j'en parlerai un petit peu plus après. Donc, Westinghouse Electric France pour le réacteur nucléaire. GE Steam Power. Donc, GE Steam Power, c'est la partie qui est en cours de rachat par EDF. Donc là, c'est les turbines et alternateurs pour la filière nucléaire. Et Nexon Group, hein, qui est une PME de Bourgogne-Franche-Comté qui est leader mondial des échangeurs de chaleur compacts spiralés. Et le CNRS, on a 2 laboratoires du CNRS, le LRGP et IP2I, qui nous permettent d'améliorer les performances du système énergétique qu'on souhaite concevoir. Voilà pour le schéma qui est là. On pourra y revenir si vous voulez un petit peu plus tard. Donc parlons des composants de Sparta. Eh bien, Sparta, ça commence par un réacteur nucléaire de génération 4, qui est le LFR Westinghouse, qui est redesigné pour Sparta. C'est-à-dire que dans le projet Sparta aujourd'hui, on part d'un design de réacteur qui est déjà en cours de développement chez Westinghouse depuis 2015, mais c'est un réacteur qui fait 950 MW thermiques. Et on a proposé à Westinghouse de travailler avec nous pour transformer ce réacteur en un réacteur de type SMR, c'est-à-dire avec une puissance de l'ordre de 100 à 600 MW thermiques, qui soit plus compact, plus modulaire et préfabriqué. Et donc c'est la promesse des SMR. Hein, donc on a souhaité embarquer Westinghouse avec nous dans ce schéma-là. Et le design LFR, donc c'est un neutron rapide refroidi par plomb liquide. Pour nous, c'est l'une des technologies les plus adaptées pour la décarbonation de l'industrie, parce qu'elle apporte on va dire des arguments forts en termes de sûreté passive. Et je dis sûreté passive plus, il y a 3 plus, parce que vous avez la sûreté passive qui est apportée par la taille. Donc quand on est en SMR, on est plus petit, ça vous comprenez bien, vous l'avez déjà sûrement entendu. Si on est plus petit, on peut arriver à de la sûreté passive, c'est-à-dire qu'on a moins d'énergie calorifique à dissiper, donc on peut se rapprocher de la sûreté passive, uniquement par la taille. Mais vous avez aussi la génération 4, qui apporte aussi des bénéfices en termes de sûreté passive, et la haute température du réacteur, c'est-à-dire que si le réacteur fonctionne à plus haute température, vous avez un gradient plus important entre la température du réacteur et l'air ambiant, et donc du coup c'est là aussi plus facile à refroidir. Et vous avez un 3e plus, pour nous en termes de sûreté passive, il y a un argument qui est assez fort, c'est le plomb liquide, puisque le plomb liquide qui entoure le réacteur, lorsque vous avez une problématique et vous avez l'obligation d'arrêter le réacteur, eh bien vous formez un sarcophage de plomb autour du réacteur, donc vous avez une protection presque intrinsèque du réacteur par le sarcophage de plomb autour du réacteur. Donc le plomb qui étant un matériau qui naturellement arrête les radiations. Donc c'est pour ça qu'on parle de sûreté passive plus. Ce réacteur à plomb liquide, c'est donc un réacteur qui fonctionne à pression atmosphérique avec un caloporteur qui est inerte. Je vous l'ai dit, c'est un réacteur qui fonctionne à haute température, donc on vit dans un premier temps 530 degrés sur le fonctionnement du réacteur, et c'est un réacteur aussi grâce au plomb qui est un design compact. Donc vraiment, on parle de 20 fois plus petit que des réacteurs à technologie de génération 3 à eau pressurisée. On a 2 designs chez Next Engineering. On parle de Sparta 2030 et Sparta 2030+. Ça ne veut pas dire que c'est un design qui est plus tardif, ça veut dire que c'est un design qui est plus ambitieux. Mais comme il est plus ambitieux, il est aussi avec un risque industriel plus important. Donc du coup, on milite, nous, pour développer 2 designs en parallèle, c'est-à-dire que le 2030+, c'est notre objectif. Et si on n'y arrive pas, on restera sur un design un peu plus conservateur, on va dire. Donc pour Sparta 2030+, on souhaite monter la température de fonctionnement du cœur du réacteur à 650 degrés. Donc il y a une problématique matériaux qui est importante pour monter à ces usages-là. Mais ça nous intéresse, nous, parce que la haute température, c'est des process industriels à la sortie qui sont plus intéressants. Une chaleur plus qualitative, on va dire.
Sur la partie turbo-alternateur, c'est Edge Steam qui s'en occupe. Edge Steam, il apporte une technologie maîtrisée pour Sparta 2030. C'est une technologie de cycle avancé qui est en TRL9, qui a déjà la promesse de pouvoir passer de 30% à 47% de rendement en termes de conversion électrogène, notamment grâce à la haute température du réacteur. Et on a une ambition Sparta 2030+, c'est là on est vraiment sur une innovation turbine, c'est d'utiliser des turbines à cycle à fluide réactif. La promesse de ces turbines-là, c'est un rendement qui est 30 à 40% plus performant que les turbines classiques, et des turbines qui peuvent être jusqu'à 2 fois plus petites pour la même puissance. Là, on est sur du TRL qui est de 2 à 3, et c'est le laboratoire CNRS LRGP qui s'occupe de ce développement-là. Et puis, on a un troisième composant, c'est une famille de composants. Ce sont les procédés multi-usages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Sparta, c'est une centrale clé en main. Et ça veut donc dire qu'on fournit non seulement l'électricité et la chaleur, mais on souhaite fournir les kilos d'hydrogène, les litres d'ammoniac et l'ensemble des composés dont pourraient avoir besoin les industriels. Donc c'est une intégration forte de ces technologies-là. Ça nous permet de faire des synergies énergétiques. Ça nous permet d'améliorer la rentabilité de la centrale, puisqu'on va, on va dire, maximiser l'usage de chaque kilowatt thermique produit par la centrale. Et ça nous permet aussi une grande adaptabilité aux besoins des industriels, puisqu'on va pouvoir, tel des Lego, choisir les procédés dont a besoin les industriels et les brancher en quelque sorte sur Sparta pour fournir ces besoins aux clients. Je ne vais pas rester très longtemps par rapport à ça, aux collaborations, mais sachez qu'on est un projet fortement collaboratif. On embarque beaucoup de monde avec nous sur ce projet-là. Donc notamment les membres du consortium Westinghouse, General Electric, Nexon et le CNRS. Mais vous avez tout un tas de partenaires qui nous accompagnent sur beaucoup on va dire de briques d'innovation, et notamment sur les briques technologiques de procédés qu'on va venir brancher sur Sparta. Mais vous voyez un peu le panel, c'était juste pour vous montrer les logos, hein. Les atouts de Sparta, j'ai envie de dire par rapport à d'autres projets, hein, même si on va dire les projets SMR répartis un peu dans le monde sont très divers et variés. Nous, on pense que c'est très important de parler de nucléaire durable. Donc la génération 4, pour nous, ça nous apporte le fait de pouvoir venir avec cette promesse-là de nucléaire durable. Le nucléaire durable, c'est quoi? C'est la fermeture du cycle combustible, donc avec la technologie LFR de génération 4. C'est des atouts d'acceptabilité. Je vous ai parlé du plomb tout à l'heure. Pour nous, le plomb, il a un atout d'une part technologique, mais il a clairement un atout en termes de discours vis-à-vis de la population. Le plomb, c'est un matériau qui est connu de la population, c'est un matériau qui est déjà connu comme étant un matériau qui protège des radiations. Donc on pense que c'est vraiment un atout important pour l'acceptabilité. C'est l'efficience globale du système énergétique, vous l'avez compris, c'est vraiment de notre ADN. Nous, notre objectif, il est vraiment de décarboner les industries en utilisant un maximum les mégawatts thermiques qui sont produits. Et on le fait par on va dire la technologie nucléaire, mais c'est vraiment dans notre ADN de travailler cette efficience globale du système. C'est aussi un système qui est clé en main. Si on s'adresse aux industriels, on doit absolument leur fournir l'ensemble on va dire de la technologie clé en main, puisque l'industriel, c'est pas son métier on va dire de travailler l'énergie. Son métier, c'est évidemment de transformer de la matière en produit. Et c'est pour nous aussi un équilibre entre les systèmes innovants et les systèmes éprouvés, hein. Je vous ai parlé de Sparta 2030 et Sparta 2030+. Donc on va nous utiliser, on va dire adapter le curseur de l'innovation de manière à pouvoir être sûr qu'on a un système opérationnel commercialisable en 2030. Donc quitte à faire des choix qui vont faire qu'on sera peut-être un petit peu moins innovant, mais enfin en tout cas on aura quelque chose qui est commercialisable. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est un ancrage territorial fort à Belfort. À Belfort, vous avez plus d'une centaine d'années d'expérience en ingénierie d'intégration.
plusieurs dizaines d'années d'expérience en construction, installation, livraison, commercialisation de centrales électriques clés en main, toutes technologies confondues, hors le nucléaire qui est un cas à part dans la Franche-Comté, mais les centrales thermiques, vous en avez un peu partout dans le monde qui ont été conçues à Belfort. Et une collaboration forte avec les acteurs historiques et nouveaux. Vous avez vu quelques logos. Effectivement, on souhaite faire travailler des acteurs historiques, mais aussi détecter de nouveaux acteurs qui peuvent nous aider dans cette démarche-là. Et c'est aussi, Sparta, des nouveaux business models. Et là, c'est plus sous forme de questions, ou en tout cas de travaux que nous allons, nous, développer dans les prochaines années. Nous souhaitons nous adresser à des clients privés ou à des usagers privés. Donc, ça pose tout un tas de questions, effectivement, sur le business model, sur comment adresser ces clients-là, notamment en termes de financement, puisqu'il y a une vraie réflexion autour de ces financements, comment on va trouver de nouveaux types de financement pour ces installations. Des nouveaux modèles contractuels, ça vient bien avec les éléments du dessus. Il faut, et là aussi, innover en termes de modèles contractuels. Il y a une vraie question sur l'assurabilité du risque nucléaire, qui aujourd'hui est une question qui est plutôt réservée aux États. Si demain on veut faire de la décarbonation de l'industrie pour le secteur privé, c'est une vraie réflexion à avoir dans les prochaines années. Et de la même manière, il faut qu'on invente une nouvelle relation avec les autorités de sûreté, parce que les objets que nous sommes en train de créer sont clairement différents par beaucoup d'aspects. Et les autorités de sûreté, aujourd'hui, nous l'ont même déjà dit, sont outillées pour des projets qui sont plus classiques, étatiques, avec on va dire des exploitants qui sont déjà connus avant le départ du projet, alors que là, pour nous, c'est un peu différent. Donc c'est vraiment pour nous une problématique de filière à mener. Donc si j'avais un message à apporter au niveau de la filière, je pense qu'il faut qu'on se réunisse tous, les nouveaux acteurs du nucléaire, pour travailler sur ces éléments-là tous ensemble, parce que c'est vraiment des choses qui vont au-delà de la problématique de Sparta et qui vont adresser tous les acteurs du nouveau nucléaire. Et je fais un petit peu ma publicité, enfin notre publicité aujourd'hui. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On est innovant par l'approche technologique, mais on est aussi innovant par l'approche financière. Et on a décidé dès le départ d'ouvrir le capital aux personnes physiques parce qu'on souhaite avoir le soutien le plus massif, j'ai envie de dire, ou en tout cas le plus clair de la population, et notamment la population des ingénieurs qu'on connaît bien dans le Franche-Comté, pour vraiment soutenir le projet et montrer qu'il y a un vrai soutien populaire à ce type de projet-là. Donc on a créé une ouverture de capital qui est en cours aujourd'hui, et si ça vous intéresse, vous pouvez flasher le QR code et puis lire de l'information par rapport à cette ouverture de capital. Et je m'arrête là. Je n'avais pas le chrono en tête, mais je crois que c'est à peu près bon. Je sors le partage, donc je crois que c'est bon, j'ai arrêté le partage. Et donc, j'espère que ça va nourrir tout un tas de questions, parce que le sujet est très très vaste et on ne pouvait pas en 20 minutes, évidemment, tout dresser comme sujet. Merci beaucoup, Jean. Merci, Nicolas. Non, la présentation est parfaite. Vous avez tenu une demi-heure et on a déjà plein de questions, presque une vingtaine de questions. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Pour poser les questions, ce n'est pas dans la conversation, c'est dans Slido, donc le petit S noir sur fond blanc. Vous pouvez poser vos questions dans l'interface et voter pour les questions les plus pertinentes. Écoutez, je vais attaquer tout de suite par la première. J'avais des questions de relance, mais il y a déjà tellement de questions que je vais prendre celle plutôt de nos auditeurs. Première question, effectivement, vous n'êtes pas les premières startups à être sur le marché. On vous demande qu'est-ce qui vous permet de vous démarquer par rapport à vos concurrents qui souhaitent également avoir recours à la technologie LFR. Et la personne qui pose la question évoque notamment Nucléo. Oui, effectivement, c'est une excellente question. Alors, il y a aussi d'autres technologies qui sont assez proches. Je pense à la technologie au sodium. Je pense que la clé du sujet, elle n'est pas tellement dans quelle technologie va vraiment gagner par rapport à ça, mais pour nous, enfin, vis-à-vis de notre position, c'est plutôt l'adéquation entre le besoin énergétique et l'objet technologique qu'on va créer. Donc là où on se démarque, c'est vraiment dans cette intégration forte. On a voulu, dès le départ, intégrer, par exemple, le fabricant de turbines et alternateurs, parce que c'est vraiment la connexion entre les deux éléments, réacteurs et turbines alternateurs, qui font le cœur du système, qu'on va se démarquer. Donc c'est, je pense, dans la maximisation de l'usage de la vapeur ou même, j'ai envie de dire, de la chaleur qui sort du réacteur.
La question suivante est intéressante. Finalement, vous avez un écosystème qui est très riche, vous avez beaucoup de partenaires, et notamment Westinghouse. Et on nous pose la question de quels sont les accords de propriété intellectuelle entre Westinghouse et Next. Et il y a une autre question plus loin que je fais monter aussi, c'est que le Westinghouse a reçu des lettres du DOE pour ces technologies. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'export des technologies? Oui, alors c'est d'excellentes questions parce qu'on en la pose souvent, effectivement. Alors, nous, on est en train de concourir à la phase 1. Donc, ça veut dire que la propriété intellectuelle, elle est à créer ensemble. Donc, je ne viens pas vous parler d'un schéma de propriété intellectuelle existant, mais je vous parle pas, par contre d'un schéma contractuel entre nous dans l'accord de consortium qui raconte comment on va construire la propriété intellectuelle ensemble. Et on a choisi un schéma aujourd'hui qui est un schéma de copropriété sur les propriétés intellectuelles qui vont être à venir dans la phase 1. Donc, bien évidemment, tout le monde vient avec la propriété intellectuelle, enfin un background qui est déjà existante. Donc, la technologie LFR, le principe physique, j'ai envie de dire, il est développé par Westinghouse et il est amené au pot commun des partenaires. Et on va, pour Sparta, adapter ces technologies, donc forcément créer de la nouvelle propriété intellectuelle, et elle sera en copropriété. D'accord. Et la question du DOE, du coup? Et la question du DOE, alors moi, Westinghouse ne nous a jamais spécifié qu'ils avaient une problématique par rapport à l'export de leur technologie, et même Westinghouse a annoncé un partenariat stratégique avec Ansaldo Nucleare il y a quelques semaines maintenant. Le design LFR, leur design LFR de 950 MW, je ne parle pas de celui de Sparta, mais celui qui est en cours de développement aujourd'hui, chez eux, il est de toute façon européanisé. C'est-à-dire qu'ils sont de toute façon en train d'amener le barycentre du développement en Europe, parce que pour eux, c'est une technologie qui est adaptée, on va dire, au schéma de développement et des besoins énergétiques européens. Donc je crois que par rapport au DOE, il me semblait plutôt que d'autres technologies de Westinghouse étaient subventionnées par le DOE, mais pas le LFR. D'accord. Bon, on vérifiera ça. D'accord. À vérifier, je Oui, suis bien pas sûr, de mais je pense que Westinghouse. vous avez. Alors, une question technique qu'on nous pose. Qu'est-ce qu'un cycle à fluide réactif? Oui, c'est une excellente question et j'avais pas beaucoup de temps pour la développer. Mais allez-y, prenez votre temps. La promesse du cycle à fluide réactif, c'est d'avoir un fluide qui soit en capacité, dont on va pouvoir récupérer, on va dire, l'énergie qui est à l'intérieur du fluide en travail mécanique. C'est ce qu'on fait dans une turbine. Donc, on a un fluide qui vient avec une certaine énergie, une pression, une température, et donc on va libérer l'énergie qui est à l'intérieur du fluide pour faire tourner le rotor de la turbine, et ça crée on va dire un travail mécanique. Donc on a le cycle thermodynamique qui permet de le faire, donc la pression et la température. Mais dans le cadre du cycle à fluide réactif, en fait, le fluide réactif va non seulement venir pousser les ailettes de la turbine grâce à ce cycle thermodynamique, mais en plus avoir une réaction chimique qui va avoir lieu à l'intérieur de la turbine. Et cette réaction chimique va elle aussi dégager de l'énergie qui va permettre de pousser encore plus sur les ailettes, j'ai envie de dire. C'est comme si le cycle à fluide réactif poussait des deux mains sur les ailettes. Une main, c'est la thermodynamique, et puis l'autre main, c'est la réaction chimique. Et ça nous permet effectivement d'avoir, on va dire, quelque part les deux effets qui se coulent. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, en théorie, on pourrait faire de la détente isotherme. C'est-à-dire d'avoir un fluide qui rentre dans la turbine et qui sorte à la même température. Et vous avez eu le même travail mécanique à la sortie. C'est pas exactement ce qu'on va faire, mais ça permet de donner un peu l'esprit du fluide réactif. Donc on a une réaction chimique à l'intérieur du cycle de thermodynamique. Ça représente un gain très important, du coup. On peut Alors, c'est pour nous une technologie de rupture. C'est-à-dire que là où, dans on va dire le secteur, les fabricants de turbines à vapeur aujourd'hui plafonnent en termes de performance, c'est-à-dire qu'ils atteignent les limites d'un cycle thermodynamique classique, donc ils grappillent des pourcents pour leurs clients. Nous, on parle théoriquement 30 à 40% de rendement supplémentaire par rapport au cycle classique. D'accord. Donc c'est vraiment une technologie de rupture. Alors je dis que c'est théorique, pour l'instant on en est encore au laboratoire. D'accord. Alors la question suivante, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Pourquoi le choix du plomb par rapport au sodium? Est-ce que c'est une question de maturité? Alors c'est pas fort. Alors déjà c'est une question de disponibilité de projet. C'est-à-dire que nous on pensait que pour pouvoir aller chercher France 2030, il fallait qu'on soit avec des acteurs qui soient suffisamment avancés.
Donc ça, c'est déjà, on va dire, un choix très pragmatique qui consiste à dire qu'on ne pouvait pas partir avec une startup qui partait de la feuille blanche un peu comme nous. C'est-à-dire que nous, on va développer une ingénierie d'intégration, des outils technologiques digitaux pour concevoir autrement et des process industriels qu'on va plugger sur Sparta. Tout ça, on est sur un certain temps long, mais par rapport au nucléaire, c'est un temps qui est toujours plus court. Donc ça veut dire qu'on pense qu'on est facilement prêt à France 2030 si on commence en 2023. Par contre, pour la technologie nucléaire, on ne pouvait pas partir de la feuille blanche, parce qu'évidemment, 2023-2030, c'était trop court. Donc ça, c'est le premier élément pragmatique, c'était de se rapprocher d'acteurs qui étaient déjà en train de travailler sur le sujet, qui étaient suffisamment avancés. Westinghouse développait depuis 2015, et surtout Westinghouse a des facilities, a des équipements expérimentaux existants, et ils sont à la phase aujourd'hui de tests techniques physiques. Ils sont vraiment avancés. Donc ça, c'était un point qui était important. Ensuite, alors vis-à-vis du sodium, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, génération 4, quoi qu'il arrive, on commence en 2023, donc on fait de la génération 4, ça nous paraissait un peu bête de commencer par de la génération 3 en 2023. Et en génération 4, ben déjà, on va dire le cercle des partenaires se restreint. Et l'histoire du plomb, l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui était l'acceptabilité sociale, elle peut paraître anecdotique d'un point de vue technologique, mais pour moi, elle est centrale et essentielle d'un point de vue commercial. Parce que si on s'adresse à des industriels, ce ne sont plus les mêmes clients qui vont acheter les centrales, et eux, on doit les rassurer. Et on les rassure autant sur des arguments technologiques et on va dire des arguments très scientifiques, mais on peut aussi les rassurer sur des éléments plus factuels et simples à comprendre. Et le plomb, c'est important d'expliquer que le plomb va former un sarcophage autour du réacteur. Et c'est, à mon avis, un sujet qui est très important. Alors, donc, il y a une question suivante, elle revient plusieurs fois par la suite, mais effectivement, c'est la question du licensing d'un réacteur innovant avec l'ASN. Oui. Les délais d'instruction, les démarches sûreté innovantes, on sait que c'est quelque chose sur lesquels vont se heurter beaucoup de startups sur ces relations et le temps de dialogue avec l'ASN. Où est-ce que vous en êtes, vous? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que la conversation est déjà engagée? Alors, la conversation n'est pas engagée formellement au sens où, dans l'étape où on est du projet, c'est-à-dire en début de phase 1, ce serait prématuré. Donc, pendant la phase 1, c'est évidemment le travail qu'on va réaliser. Donc, dès la phase 1, on va rentrer en relation avec l'ASN. Alors, on part avec un acteur historique du nucléaire, donc on ne part pas non plus je veux dire, tout seul dans l'aventure. On a des gens qui savent parler avec l'ASN. Par contre, il est clair qu'on va avoir le même enjeu que nos confrères compétiteurs de France 2030, c'est-à-dire qu'on vient avec des objets très innovants et il va falloir en quelque sorte inventer un nouveau dialogue et une nouvelle discussion avec les autorités de sûreté, l'autorité de sûreté française bien sûr, mais aussi d'autres. Donc on a aussi cet objectif d'aller chercher d'autres autorités assez rapidement aussi pour les confronter on va dire d'autres visions, comme eux aussi ont besoin d'innover quelque part pour nous accompagner. Le fait de discuter avec plusieurs autorités, ça va nous permettre aussi peut-être de faire un chassé-croisé de réflexion, d'innovation, et donc du coup d'avancer peut-être plus vite sur le sujet. Mais c'est clairement un vrai sujet. Vous parlez de plusieurs autorités, c'est-à-dire d'autorités d'autres pays. D'aller se rapprocher. Oui. Donc c'est aujourd'hui, je vais pas annoncer forcément de pays, puisqu'on on est encore en tout début de cette démarche-là, mais c'est une volonté d'aller chercher un ou deux autres pays et puis d'essayer de discuter, d'avoir d'autres cultures, hein, tout simplement, et que d'autres cultures, quand on est en innovation, on a absolument besoin d'autres cultures. D'accord. Sur ce sujet-là, par exemple, désolé d'intervenir, mais sur ce sujet-là, EDF et Neward ont une approche assez constructive, justement, parce qu'ils essayent d'impliquer non seulement l'ASN, mais par exemple des autorités aussi très réputées, très exigeantes, comme le STUK finlandais. Et de ce genre de coopération et de dialogue peut émerger aussi de bonnes idées pour des produits un peu innovants de rupture, comme ce que les startups proposent à travers l'AP. Bien sûr. Alors, on sort un tout petit peu de la technique pour une question RH. Ceci, c'est aussi la technique. Quel type de profil et pour quel métier recherchez-vous quel type de profil et pour quel métier recherchez-vous des gens lors des 2 phases de recrutement à venir? Oui, alors sur la première phase, donc environ 25 personnes, on a le gros des recrutements va se faire dans l'ingénierie d'intégration de centrales.
puisqu'on a un partenaire qui aujourd'hui va beaucoup travailler avec nous sur la partie nucléaire, donc on a un peu moins besoin de se muscler sur cette partie-là. On va avoir quelques profils effectivement on va dire, de typologie nucléaire, mais une grosse partie des profils va être des gens qui sont en capacité d'intégrer les nouveaux usages. Donc c'est de l'intégration turbine alternateur, pardon, et procédés industriels. Et en capacité aussi de concevoir en préfabrication et en modularisation. Donc on est sur des compétences qu'on a beaucoup à Belfort. Donc on va beaucoup recruter à Belfort. Alors pas uniquement, hein, on n'est pas chauvin à ce point-là, mais en tout cas quand même sur les 25 personnes, on pense qu'on aura facilement 10 à 12 profils qu'on sait déjà quasiment identifier nominativement sur Belfort. Ensuite, on a un deuxième bloc de compétences qui est la modélisation multiphysique. On n'a pas beaucoup parlé là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Next Engineering souhaite révolutionner la manière de concevoir les centrales. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une conception de centrale numérique et on va en faire le jumeau réel in fine. C'est-à-dire qu'on renverse complètement la manière de concevoir les centrales. Il y a des gens qui le font déjà sur la partie réacteur. Nous, on le fait sur le volet centrale complète. Donc c'est d'utiliser la modélisation multiphysique comme étant le squelette, on a envie de dire, de la conception jusqu'au pilotage. C'est-à-dire que quand vous créez une sorte de jumeau numérique d'une installation, ça vous permet de la dimensionner, ça vous permet de la concevoir, mais à la fin de l'histoire, ça va aussi vous permettre de la piloter. C'est-à-dire que c'est le même outil qui vous a permis de dire bah, je vais utiliser tant de pourcents de mon énergie à faire de l'électricité, je vais utiliser tant de pourcents de mon énergie à faire des kilos d'hydrogène, je vais utiliser tant de pourcents d'énergie à faire des kilos d'ammoniac. À la fin, si je veux réellement ces kilos, eh bien, il va falloir piloter. Et ce pilotage, c'est en fait exactement le même outil du départ. Donc on a nous, cette réflexion dans la conception digitale. Et donc on a besoin, donc la deuxième équipe, ça va être une équipe de modélisation multiphysique 0D, 1D. On appelle ça vulgairement. Hein. Donc c'est pas du jumeau numérique géométrique, hein, 3 dimensions. Hein. C'est un jumeau numérique fonctionnel. Et là, on va avoir besoin de 4 à 5 personnes sur ce schéma-là. Et le dernier bloc de compétences, c'est des développeurs informatiques, parce qu'on va souhaiter le trait d'union entre les développeurs de jumeaux numériques et les ingénieurs, c'est les interfaces, tout simplement. Et on veut que les ingénieurs puissent utiliser les nouveaux outils qu'on va développer. Donc il y a besoin d'interfaces homme-machine, on va dire, compréhensibles par les ingénieurs intégrateurs. Et du coup, pour la partie plus numérique, donc l'intégrateur et le jumeau numérique, vous avez aussi des ressources locales ou là-bas, il faudra aller voir ailleurs? Sur la partie jumeau numérique, un petit peu. Il va falloir un peu plus aller voir ailleurs que les ingénieurs d'intégration. Et pour les développeurs informatiques, bon, on a une école d'ingénieurs qui est à Belfort qui sait fournir de bons éléments. On sera obligé, de toute façon, comme tout le monde, d'aller recruter un peu nationalement sur ces compétences-là. On n'a pas un bassin de compétences particuliers dans le digital à Belfort. Bien sûr. On revient dans le dur du dur. Quel est le retour d'expérience pour la mise en service et le démantèlement des réacteurs au plomb? Et du coup, est-ce qu'il y a des enjeux de R&D autour de la mise en service et du démantèlement des réacteurs au plomb? C'est clairement un enjeu de R&D hein, aujourd'hui sur ces développements-là. On est dans un temps là, et avec France 2030, où en gros, on est en train de développer tous azimuts, tout un tas de technologies. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours. C'est-à-dire que les réacteurs plomb qui fonctionnent, alors on sait qu'il y a des sous-marins nucléaires russes qui ont fonctionné au plomb, donc on sait que ça fonctionne. On sait que les Russes sont en train d'installer une centrale au plomb sur leur territoire. On n'en a malheureusement pas beaucoup de retours, surtout, enfin beaucoup moins depuis le conflit en Ukraine. Mais on n'a pas beaucoup de retours, quoi qu'il arrive, quelles que soient les technologies. Et c'est à ça que sert France 2030. France 2030 sert à pousser et à, on va dire, équilibrer le risque industriel sur des technologies qui sont en R&D. Et donc, du coup, tous ces sujets-là sont à adresser dans ces phases de financement France 2030. Donc, il y a plein de questions auxquelles je ne suis pas en capacité de répondre. Et d'ailleurs, peu d'acteurs est en capacité de répondre aujourd'hui. Peu de compétiteurs peuvent y répondre. Mais c'est à ça que sert France 2030. Alors, le sujet suivant, effectivement, on l'a quasiment à chaque webinaire, c'est la question du cycle du combustible, enfin du fuel. Oui. Quel sera votre type de fuel? Et je pousse cette question plus loin d'ailleurs, et qui vous le fournira du coup? Oui, alors historiquement, le LFR de Westinghouse était prévu avec du HALE.
Dans Sparta, on va concevoir un réacteur qui va consommer du MOX. Parce que ça nous semblait plus logique pour nous, hein, en France, de développer un concept qui consomme du MOX. On s'est déjà rapproché d'Orano dans nos premières discussions en amont de la phase 1 de France 2030. On souhaite les embarquer avec nous dans ce projet-là. On pense qu'il y a une vraie filière MOX à développer en France, et pas que pour nous, hein, on va dire, hein, pour l'ensemble des compétiteurs qui pourraient technologiquement utiliser ces combustibles-là. Et on a réellement l'envie de raconter cette histoire de fermeture du cycle combustible, donc la technologie de génération 4 qui est en capacité de réutiliser, on va dire, les combustibles usés, de maximiser la consommation de ces combustibles à l'intérieur du réacteur, d'avoir très très peu de combustible usé à la sortie, qu'on peut même d'ailleurs réinjecter dans le combustible. Dans les technologies, alors la promesse qu'on ne fait pas, c'est la promesse de surgénérateur, hein, de recréer du combustible. On va garder ça dans un coin de notre tête, mais a priori, vu les puissances qu'on va adresser pour la décarbonation de l'industrie, on aura une impossibilité, peut-être une impossibilité technologique de le faire. Mais si on est en capacité technologique de le faire, on regardera sérieusement ce sujet-là. Mais voilà, on est plutôt aujourd'hui des burners, hein, on va plutôt brûler, on va dire, le combustible, mais cette promesse de dire qu'on va, avec Orano, travailler sur ce sujet, et avec d'autres, bien évidemment, pour rentabiliser, Orano aura besoin de rentabiliser ses équipements aussi, hein, pas uniquement pour Sparta. Voilà, c'est un peu ça, c'est cette histoire qu'on raconte sur le cycle combustible. On parle beaucoup de corrosion sur les réacteurs au plomb. Est-ce que vous avez regardé un peu ces aspects? Alors, si vous me dites non, ce sera un peu étonnant. Donc, on parle beaucoup de ces sujets-là. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Alors, c'est en partie ce qui explique la montée en température successive. C'est-à-dire qu'on sait déjà que, déjà à 450 degrés, on sait que c'est bon, on peut monter à 530. C'est-à-dire qu'il existe des matériaux aujourd'hui qui résistent à ces problématiques de corrosion à des températures un peu plus basses. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, dans un schéma conservateur pour Sparta, on saura faire des centrales qui fourniront une moins haute température, mais déjà une plus haute température que l'existant sur la génération 3 qu'on peut connaître. Et c'est l'enjeu du laboratoire du CNRS LP2I qui va travailler avec nous. Justement, c'est des spécialistes en sciences des matériaux et en résistance des matériaux sous contraintes extrêmes. Et donc, c'est eux qui vont nous accompagner dans cette démarche-là. Donc, je n'ai pas la réponse, évidemment. Je n'ai pas le matériau aujourd'hui qui résiste. Par contre, on s'entoure d'un laboratoire du CNRS qui va travailler avec nous dès le départ sur ces problématiques-là. D'accord. Alors, question suivante, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, c'était un peu prématuré, mais on vous demande si votre première installation, donc en 2028-2030, vous avez dit, je crois, serait à Belfort, du coup, puisque vous êtes très locaux. Alors, on n'a pas de discussion avancée avec les collectivités locales, mais là, vous venez de me donner l'idée, effectivement. Si vous êtes de Belfort et que vous avez des contacts, n'hésitez pas. Alors, on a réfléchi, nous, aujourd'hui, on avait une première réflexion qui était de dire que Fessenheim était un endroit plutôt intéressant, parce que là, pour le coup, on est vraiment pas très loin de Belfort. C'est déjà un site nucléaire, hein, donc on pourrait s'affranchir d'une première problématique dans un démarrage d'installation. Ça raconte aussi une belle histoire parce qu'il n'y a plus de production d'électricité sur le site, alors que si on se met à côté d'un site existant, ça n'a pas grand intérêt, hein. Vous imaginez un petit SMR à côté d'un gros réacteur, bon, voilà, c'est bien pour la preuve technologique, mais un peu moins pour le besoin énergétique, on va dire. Donc pourquoi pas. Donc on discute, je sais que Nuard un peu sur le sujet aussi, on verra si on trouve des terrains d'entente. En France, ça nous paraît une évidence, mais parce que ça raconte cette histoire-là de développement de technologie en France, et puis France 2030 nous invite à faire ça en France, donc du coup on prend la balle au bon et on va essayer au maximum de faire ça en France. Donc on est en discussion avec plusieurs acteurs et des acteurs industriels. On a entamé des discussions avec la direction d'un aéroport international pour réfléchir à ces problématiques énergétiques. Donc tout ça, c'est évidemment très... voilà. Après, on est aussi en discussion avec un pays africain qui a des besoins très spécifiques qui nous semblaient super intéressants. Et l'Afrique, pour nous, est
est un marché qui est demandeur d'énergie. C'est-à-dire que c'est un marché qui va être en croissance dans les prochaines années, qui aujourd'hui n'est pas encore en consommation à outrance des fossiles. Mais si on fait rien, il prendrait peut-être le chemin de la Chine, c'est-à-dire de consommer beaucoup de fossiles avant de repasser à d'autres énergies. Vous évoquez un site d'implantation théorique de Fessenheim, ça veut dire que vous n'avez pas forcément une implantation voisine d'un site industriel que vous allez fournir? Alors, il y a une subtilité à Fessenheim qui nous permet d'envisager une proximité avec des industries. D'accord. Ok. Question suivante. Il y a beaucoup de projets RNR plomb. Est-ce que vous envisagez à terme une collaboration avec les autres acteurs, les autres startups? C'est un peu tôt peut-être, mais... Alors, c'est un peu tôt, mais il y aura toujours des sujets de collaboration. Enfin, je veux dire, le sujet est déjà hautement risqué d'un point de vue industriel. Donc, si on arrive à trouver des terrains d'entente, notamment, pourquoi pas, sur la fourniture du plomb. Voilà, il y a des filières qui vont se créer. Hein. Je pense qu'un fabricant de pompes va quelque part avoir besoin de rentabiliser ses investissements, donc il cherchera à vendre des pompes pour plusieurs acteurs. Vous voyez, il y a tout un tas d'exemples comme ça où on va pouvoir effectivement trouver des terrains de collaboration. Donc on est complètement ouvert à ces discussions-là et on a déjà des tout premiers contacts avec d'autres sociétés. Ok. Alors, la question suivante, moi je l'aurais posée en premier. La question suivante, pour tout vous dire, c'est d'où vient le nom Sparta? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça veut dire Synergetic Processes for Advanced Reactor and Turbine Applications. Oh, Voilà, Sparta. Et d'accord. alors ça fait référence, effectivement, vous l'avez compris, au guerrier Sparte. C'est la notion de frugalité qui est intéressante. Vous voyez le rapprochement avec l'efficience énergétique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire le plus possible avec le moins possible. Et c'est vrai que les Spartes, avec leurs 300 guerriers, c'est un peu ce qu'ils ont fait de mieux. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Et qu'ils apprenaient régulièrement en étant très collaboratifs, ce qui est un peu aussi l'ADN de nos collaborations avec les partenaires, parce qu'on intègre une solution clé en main que si on collabore, que ce soit en phase de conception, de réalisation, étroitement avec tous les partenaires. D'accord. Question suivante sur l'ASN, vous avez déjà un peu répondu. Alors, question intéressante, effectivement, qui est aussi posée un peu à tous les acteurs. SMR, quelle stratégie pour faire accepter au public de multiplier le nombre de réacteurs sur tout type de territoire et du coup multiplier un risque d'accident éventuellement ou de prolifération? C'est l'une des promesses de la génération 4, effectivement, de résoudre un certain nombre de problématiques du nucléaire, notamment la sûreté et la fermeture du cycle. Effectivement, c'est un sujet qu'on va devoir adresser. On ne va pas l'adresser seul. Ça aussi, c'est un sujet filière. Hein. C'est un sujet clairement, nos partenaires, nos concurrents, les compétiteurs France 2030 auront à adresser ce sujet-là. On va tous l'adresser ensemble. La seule chose que je pourrais dire, c'est aussi une des réflexions de pourquoi on s'adresse à la décarbonation de l'industrie. Parce que vous savez, l'industrie, ce sont aussi des équipements Céveso par exemple. Hein. Enfin, le milieu industriel n'est pas un milieu comme les autres. Donc s'installer au milieu d'une industrie, c'est quand même s'installer dans une culture déjà de la maîtrise du risque industriel. Et donc du coup, on pense que déjà là, on va s'adresser à des clients qui sont en capacité de maîtriser, enfin de comprendre ça et de prendre en main ces sujets-là. Mais je suis d'accord avec l'idée que c'est un vrai enjeu et que ça va être à nous, dans la prochaine décennie, de beaucoup faire de pédagogie pour montrer que la génération 4, elle est vraiment très différente du nucléaire qu'on connaissait jusqu'à maintenant et qu'on peut l'envisager sur des équipements un peu plus petits disséminés sur le territoire. Après, la dissémination, nous, on va s'adresser à des clients qui vont avoir besoin de plusieurs centaines de mégawatts d'énergie. On n'est pas non plus en train de faire des objets de 5-10 mégawatts qu'on disséminerait, là, cette fois-ci, dans beaucoup d'installations. Ça resterait quand même assez ponctuel. Vous avez une idée de la taille du marché, du coup, du nombre d'installations qu'on pourrait déployer? Vous avez fait ce genre d'études? Oui. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Hein. On était parti sur des données macroéconomiques par rapport à des données de PIB. Hein, et puis, on avait travaillé sur ce qu'on appelle l'industrie transformatrice, c'est-à-dire l'industrie lourde, qui est très peu présente finalement en France par rapport à d'autres pays, comme la Chine ou comme l'Inde, qui ont beaucoup d'industries transformatrices, et puis l'Europe de l'Est.
Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, parce que là, vous me prenez de court. J'avais fait ces calculs dans une autre présentation. C'était très important. Par exemple, Nuard donne un chiffre de l'ordre de 1000 SMR sur le marché. Nous, ça n'a strictement rien à voir, hein. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'installations potentielles. Quand on s'adresse à la décarbonation de l'industrie, c'est plus du tout les mêmes échelles. D'accord. Alors, question suivante, on traverse l'Atlantique. TerraPower est très avancé avec de gros moyens dans un développement similaire. Quel serait votre avantage comparatif? Ah, j'ai une réponse toute faite sur les startups américaines. Nous, on développe une technologie aujourd'hui et une startup en France. Il y a une chose où on sera pas en capacité de se comparer, c'est toutes les startups américaines. Parce que quand elles auront atteint un niveau de maturité suffisant, elles pourront lever 2, 3, 4 milliards de dollars en 6 mois. Nous, on sera jamais dans la capacité de lever autant et aussi vite. Donc, on a des développements qui doivent être très différents et donc presque incomparables à eux. Et c'est toute l'histoire qu'on vous raconte là. C'est-à-dire que l'ingénierie d'intégration, l'offre clé en main, s'adresser à la décarbonation de l'industrie, c'est s'adresser à un marché complexe dans lequel nos ingénieurs réputés de par le monde dans leur appréhension de la complexité, dans leur capacité à développer des systèmes complexes, nous on pense que ça c'est là-dessus, c'est notre niche quelque part, où on a une épingle du jeu à tirer, c'est-à-dire qu'en gros les Américains, ils vont faire des installations simples, ils vont effectivement lever des milliards de dollars, gagner des milliards de dollars. Nous, on doit rester humble, on va faire des installations plus complexes, mais nous on sait les faire et eux, et ça ne va pas forcément les intéresser. Et c'est comme ça qu'on tirera de notre épingle du jeu. On ne pourra pas lutter contre les milliards des Américains. J'espère, peut-être, pourquoi pas. On a Nucléo, par exemple, qui est une start-up européenne qui annonce vouloir lever 1 milliard. Donc finalement, quelque part, ça porte en faux ce que je viens de dire. Mais on ne va quand même pas tabler notre développement sur cette perspective-là, parce qu'elle est trop aléatoire, on va dire. Oui, c'est vrai. La question suivante, c'est, alors, pas une question, mais c'est marqué collaboration avec le CEA et Framatome. Effectivement, qu'est-ce que vous faites avec les CEA et puis Framatome qu'on n'a pas évoqué, je crois, encore du tout dans la présentation. Ouais. Sur le CEA, c'est entre guillemets, notre plus gros sous-traitant. Dans la phase 1, je dis sous-traitant parce qu'en fait, ils sont embarqués dans le deuxième cercle, hein. Ils sont en logo. Le logo dans les collaborations, il était peut-être pas très gros, mais la taille des logos n'était pas en référence avec le niveau d'implication. On discute avec le CEA bien avant la création de la société d'ailleurs, et dès le départ de l'ambition, donc depuis mai-juin de l'année dernière. C'est très important la collaboration avec le CEA parce qu'ils ont une capitalisation et un retour d'expérience sur les neutrons rapides au sodium. Et la technologie plomb, c'est une technologie cousine, voire même presque sœur de la technologie au sodium, puisque c'est finalement, on change juste le métal, mais le concept est très proche. Et donc, du coup, on va avoir beaucoup d'interactions dans un futur proche avec le CEA. D'une part, parce qu'on est intéressé par le retour d'expérience, et le CEA est aussi intéressé par les progrès qu'on va faire du côté du plomb. Et donc, on a un échange plutôt équilibré avec eux. Donc, c'est vraiment. Si on avait pu le mettre en collaboration directe dans le consortium, on l'aurait fait, mais le schéma France 2030 ne le permet pas. D'accord. Et du coup, Framatome? Et du coup, Framatome, donc pas de contact spécifique avec Framatome. Nous, ce qu'on dit, c'est que alors la phase 1, c'est peut-être un petit peu tôt sur les aspects d'industrialisation, mais ce qu'on dit, c'est qu'on sera très intéressé à ce que Framatome, en tant qu'industriel, en tant que fabricant, soit intéressé à la démarche Sparta pour, il y aura une cuve de réacteurs à fabriquer, donc c'est des choses aussi simples que ça, donc ça viendra. Donc dans la phase 1, dès qu'on peut discuter avec eux, on le fera avec plaisir. Ok. On va prendre encore une ou deux questions, parce qu'on arrive presque à la fin. On vous pose une question sur l'inspectabilité. Effectivement, le plomb a plein d'avantages, mais ça rend les choses aussi opaques. Donc, quid de l'inspectabilité? Alors, on va débuter un travail avec Photonis, notamment, qui est très avancé, notamment qui a apporté des solutions vis-à-vis du sodium. C'est un vrai sujet sur lequel on a déjà passé beaucoup de temps au préalable, c'est-à-dire qu'avant même de commencer, je vous le rappelle, hein, on est en phase 1, on démarre une phase de recherche industrielle. Donc, du coup, normalement, je pourrais vous répondre que tout ça, ça va se faire en phase 1. Mais on a quand même, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, travaillé la question, en tout cas, de se rapprocher de différents partenaires qui vont nous aider sur cette démarche-là. Donc, on
on a cette conscience-là. La compacité du design est aussi un sujet qui complexifie un peu cette question, c'est-à-dire que instrumenter un réacteur, si en plus on en diminue la taille, ça devient un peu plus difficile. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on a déjà abordés, mais dont on n'a évidemment pas encore les réponses, mais c'est des vrais sujets de travaux sur les 3 prochaines années. Est-ce qu'il faudra quelle taille le réacteur? Je ne saurais pas vous dire comme ça. Le réacteur de LFR Westinghouse en 950 MW, il a une taille qui est en dessous des 10 mètres de haut, la cuve. Et on a, nous, une promesse quelque part de, en gros, hein, on va dire diviser par 2 la puissance du réacteur. Par contre, ça ne voudra pas forcément dire diviser par 2 la taille, notamment par le sujet dont on vient de parler, c'est-à-dire le fait de devoir intégrer des objets d'inspectabilité, notamment dans le réacteur. Bien sûr, bien sûr. Et une dernière question, du coup, envisagez-vous un chargement du cœur en usine ou sur le site de destination? Et j'aimerais même écarter la question, du coup, comment sera opéré le réacteur au quotidien? Les seules réponses que je peux apporter aujourd'hui, c'est qu'on cherche des cycles longs, donc c'est-à-dire de viser environ 10 ans de fonctionnement avec le chargement de combustible. Ça nous semble important pour les industriels d'avoir quelque chose qui... en fait, ce qui nous importe chez les industriels, c'est la stabilité des prix. Et donc, l'industriel sera très content d'avoir une énergie où pendant 10 ans, il a, on va dire, son business model avec ses coûts de revient d'énergie. Ça, à mon avis, c'est un élément hyper important dans la décarbonation des industries. Ensuite, on a un autre cahier des charges. C'est qu'un industriel, il arrête son usine 3 semaines en août, classiquement, pour faire sa maintenance. On doit être en capacité de répondre à cette exigence-là. Donc, je ne vous dis pas comment on fait, mais je vous dis juste que ça, c'est une exigence. Ensuite, je pense qu'il faut rester complètement ouvert sur les autres aspects. Alors, je pense que chargement du combustible en usine et livraison, non, parce que ça voudrait dire qu'on livre un énorme objet, parce que ça restera gros quand même, hein. Enfin, je veux dire, la cuve de réacteur sera quand même un objet un peu gros à transporter, hein. Ça voudrait dire qu'on ait un gros objet à transporter et qu'on devrait respecter un certain nombre d'exigences de transport, alors que si on transporte uniquement le combustible et, on va dire, un gros paquet d'inox, en quelque sorte, sur des camions, c'est pas du tout la même chose. Écoutez, je crois il reste quelques questions, mais on a quand même fait un très très bon gros tour du projet. Merci beaucoup Jean, merci beaucoup Nicolas, c'est très gentil de votre part. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. On se retrouvera très vite pour une autre startup. Il y en a plein d'autres qui sont en train de se déclarer en ce moment, donc on a beaucoup de sujets à traiter. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.